Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, l'énergie solaire. Pour introduire cette vidéo, nous allons observer l'image suivante qui représente notre étoile, le Soleil. Et nous allons nous poser la question suivante, d'où provient l'énergie du Soleil? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qui se passe au cœur du Soleil. Ensuite, nous verrons ce qu'est l'énergie nucléaire. Et enfin, nous définirons la puissance surfacique. Dans quel état se trouve la matière au cœur du Soleil? Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître ici un schéma qui représente donc notre étoile, le Soleil, et au centre, ce qui va nous intéresser ici, le noyau. En fait, c'est là que va être produit l'énergie nucléaire, qui après, vous voyez, va se diffuser à travers les différentes épaisseurs du Soleil, et ensuite être émis par rayonnement. Tout d'abord, voyons la composition de notre étoile. Elle est constituée à 74% d'hydrogène et 26% d'hélium. Alors ce schéma, vous voyez ici, a été représenté un axe avec la température. On voit qu'au cœur du Soleil, c'est là où on aura la température la plus élevée, avec 14 millions de degrés Celsius, et ça tend vers 5500 degrés Celsius au niveau de la surface du Soleil. Ici, vous avez la masse volumique. La masse volumique est relativement élevée, 163 grammes par centimètre cube au niveau du noyau, et elle tend vers 0 au niveau de la surface du Soleil. Au niveau du noyau, c'est la partie qui va nous intéresser, on a une très haute température et une très haute pression qui est liée à la masse volumique. Plus la masse volumique est grande pour un gaz, plus la pression sera élevée. Ensuite, maintenant, on va parler des différents états de la matière. Jusqu'à maintenant, on avait vu qu'il y avait trois états, solide, liquide et gazeux. Qu'est-ce qu'ils distinguent? À l'état solide, la matière, les atomes constitués de la matière sont figés, ils ont une position et ils ne bougent pas. À l'état liquide, donc les constituants vont pouvoir se détacher temporairement et se fixer ailleurs. C'est pour ça que les liquides peuvent s'écouler. Et à l'état gaz, on considère que les constituants sont quasiment libres. Alors ici, au niveau du noyau du Soleil, on va avoir un quatrième état qu'on appelle l'état plasma. C'est-à-dire que la température est tellement élevée que cette énergie apportée par la température va permettre aux électrons de se détacher du noyau. Et ainsi, l'état plasma, on a des ions qui sont constitués par les noyaux et autour vont être présents les électrons. Donc ce qu'on appelle l'état plasma. Que se passe-t-il au cœur du Soleil? Donc on vient de le voir, au cœur du Soleil, on est en présence de haute température et de haute pression et la matière est à l'état de plasma. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette matière va fusionner. Qu'est-ce que la fusion? Alors, en fait, il existe plusieurs réactions de fusion au cœur du Soleil. Nous, on va en voir une ici. Ici, vous avez un noyau d'hydrogène 2 avec en jaune le proton, en bleu le neutron, d'où son nom de hydrogène 2, un seul proton de nucléon. Alors on donne aussi un autre nom, on l'appelle le deutérium, qui va rencontrer, on va dire ça comme ça, un hydrogène 3, donc toujours pareil, un proton, mais cette fois-ci deux neutrons, d'où le 3 ici, 3 nucléons, et toujours un seul proton. Donc ça, son autre nom, c'est le tritium. Alors lorsque ces deux noyaux se rencontrent, ils fusionnent et ils forment un noyau plus lourd, c'est l'hélium 4. Donc cette fois-ci, il y a deux protons et 4 nucléons, d'où ce nom de hélium 4. On avait au départ donc 3 neutrons et 2 protons. Et ici, on n'a plus que 2 protons, 2 neutrons. Donc il reste un neutron. Alors ce neutron va être éjecté séparément du noyau d'hélium. Voilà le symbolisme du noyau de neutrons, avec le même principe que pour les noyaux ici. Le neutron, donc il y a un nucléon et 0 proton. Alors maintenant, c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'équation de la réaction chimique. On va écrire l'équation de la réaction nucléaire. Donc en fait, il suffit de reporter les symboles que l'on a notés ici. Donc là, le deutérium qui réagit avec le tritium, qui forme l'hélium 4 et un neutron. Alors une fois qu'on est là, on doit s'assurer qu'il y a bien la conservation du nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, il apparaît sur la ligne du haut ici. Donc on doit s'assurer que 2 plus 3 du côté, on va dire, des réactifs est égal à 4 plus 1 du côté des produits. Et donc ça fait 5, donc c'est bien conservé. De la même façon, la ligne du bas nous donne ce qu'on appelle la conservation de la charge. Donc si je fais 1 plus 1, je vais bien retrouver l'égalité avec 2 plus 0. Donc tout va bien, la charge est bien conservée. Mais d'où provient toute cette énergie produite par le Soleil? C'est une question que l'homme s'est longtemps posée. Il a trouvé la réponse récemment. En fait, il faut savoir que lorsqu'une réaction de fusion a lieu, il y a une libération d'énergie. Mais d'où provient cette énergie? En fait, les scientifiques ont constaté qu'au cours de la fusion, la matière perdait de la masse. C'est-à-dire que si on avait une balance qui nous permettrait de peser la masse donc, des deux réactifs ici, du deutérium et du tritium,
on verrait qu'ils sont légèrement plus lourds que le noyau d'hélium et le neutron. Il y a une différence de masse d'environ 0,4 10 puissance moins 27 kg. Vous allez me dire c'est tout petit. Mais en fait, si je le ramène à la masse, par exemple, du noyau d'hélium, en fait, ça représente 6% de la masse de l'hélium. Donc cette perte de masse, en fait, c'est elle qui est à l'origine de l'énergie produite par cette réaction de fusion. Donc dit autrement, la masse se transforme en énergie. C'est Albert Einstein qui a énoncé la loi qui relie donc la perte de masse à l'énergie produite par la réaction de fusion. Donc voilà cette relation qui dit que delta E égale delta M fois C carré. Donc vous voyez là c'était l'écriture de sa loi que tout le monde connaît. Moi je préfère l'écrire sous cette forme là parce qu'en fait c'est une production d'énergie à partir d'une perte de masse. Donc delta E c'est l'énergie qui va être libérée ou produite en joules et delta M c'est la perte de masse au cours de la réaction. Et C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide qui vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. La perte de masse du Soleil est-elle importante? Pour répondre à cette question, on va se baser sur l'estimation qu'ont fait les scientifiques de la perte de masse du Soleil par seconde. Et ils ont estimé qu'elle est de 4 millions de tonnes. Alors d'abord, on va convertir cette perte de masse par seconde en kilogrammes. Comment? Donc, million, c'est 10 puissance 6. C'est pour ça que j'ai écrit ici 4 puissance 6. Et une tonne, c'est 1000 kg, donc 10 puissance 3. Donc ça nous fait 4 10 puissance 9 kg. Donc ça, c'est la masse que le Soleil perd par seconde. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que cette perte de masse par seconde est énorme? A priori, si on nous dit 4 10 puissance 9 kg, ça nous paraît énorme. Mais on va voir que ce n'est pas si énorme par rapport au Soleil. Donc pour cela, on a besoin d'une donnée, c'est la masse du Soleil, qui est de 2,0 10 puissance 30 kg. Et on va se servir aussi de l'âge du Soleil. Vous savez que le Soleil existe depuis 4,6 milliards d'années. Alors tout d'abord, je vais convertir ces 4,6 milliards d'années en secondes. Milliards, alors million, on avait vu que c'est 10 puissance 6, milliards, c'est 10 puissance 9. Donc j'ai 4,6 10 puissance 9 ans. Ensuite, je vais convertir en secondes en disant que chaque année, il y a 365 jours. Chaque jour, il y a 24 heures. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Et dans chaque minute, 60 secondes. Si je fais le calcul, j'obtiens 1,5 10 puissance 17 secondes. Voilà le nombre de secondes qui s'est écoulé depuis la naissance du Soleil. Maintenant, je vais calculer la perte de masse du Soleil depuis qu'il existe. Donc il suffit de multiplier la masse que perd le Soleil chaque seconde par le nombre de secondes qui s'est écoulé. Et donc j'obtiens 5,8 10 puissance 26 kg. Ça paraît énorme. Mais en fait, c'est rien, vous allez voir, puisque là, je vais le ramener. Donc je vais calculer la perte de masse relative du Soleil. Donc je le ramène à la masse du Soleil. Donc si je divise cette perte de masse par la masse du Soleil, je fais x 100 et j'obtiens seulement 0,03%. Donc depuis que le Soleil existe, il n'a perdu que 0,03%. Donc on peut conclure que cette perte de masse est ridicule. Qu'est-ce que la puissance surfacique? Pour répondre à cette question, nous allons établir deux relations. La première entre la puissance, que l'on note P, l'énergie delta E, et la durée delta T. Donc pour cela, je vais vous faire apparaître ici la photo d'un micro-ondes, donc un appareil qu'on utilise tous quotidiennement, alors il est relativement simple, il a ici uniquement deux boutons qui permettent de régler deux paramètres. Celui du haut, c'est écrit là en tout petit, c'est la puissance. Donc je vais apparaître ici la lettre P qui symbolise la puissance et son unité, le watt. Et celui du bas, c'est la durée. On va noter delta T avec son unité, la seconde. Donc l'objectif d'un micro-ondes, par exemple, si je mets un verre d'eau, serait de chauffer l'eau, donc apporter de l'énergie pour que la température du verre d'eau augmente. Le résultat, c'est l'énergie que va recevoir le verre d'eau, c'est le produit de ces deux paramètres, la puissance fois la durée. C'est-à-dire que si je mets une petite puissance, pour avoir le même résultat, il va falloir que je mette une grande durée. Et inversement, si je mets une grande puissance, je peux pouvoir diminuer la durée et mettre une petite durée et j'aurai le même résultat que tout à l'heure. Pour conclure, en fait, on peut définir la puissance comme un débit d'énergie. Alors pourquoi je vous parle de débit? Quand j'entends débit, je pense à un débit d'eau, par exemple, le robinet avec l'eau qui s'écoule. Le débit d'eau, par exemple, on peut dire que c'est des grammes par seconde ou des litres par seconde. Mais là, c'est pareil. Si vous voulez, la puissance, ça va être des joules par seconde, c'est-à-dire une énergie sur une durée donnée. Donc voilà la relation qui relie trois grandeurs. En fait, c'est la même qui est ici, hein. Sauf que là, j'ai mis en évidence la puissance. Donc je peux dire que la puissance, c'est delta E sur delta T, avec delta E qui va s'exprimer en joules, delta T en secondes, et la puissance en watts ou joules par seconde. La deuxième relation, ça va être entre la puissance surfacique, que l'on notera grand I, la puissance P et la surface S. Donc pour définir cette puissance surfacique, je fais apparaître le schéma suivant. Imaginons que, par exemple, on ait un projecteur ici, qui va produire une lumière avec une puissance de 1000 watts. Là, il va éclairer perpendiculairement la surface, donc il va éclairer une surface de 1 mètre carré.
Par contre, maintenant, le même projecteur, je vais l'incliner par rapport à la surface ici. Donc là, il va éclairer une surface de 2 mètres carrés. Si j'utilise la puissance, je ne vais pas pouvoir distinguer ces deux situations. Notamment, par exemple, imaginons que vous vous trouviez là. Ici, vous allez être très très bien éclairé. Et par contre, là, un peu moins. Pourquoi? Parce que la même puissance va se répartir sur une plus grande surface. C'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle la puissance surfacique. En fait, c'est une puissance divisée par une surface. Ici, la puissance surfacique sera plus grande, puisque si je divise 1000 par 1, j'obtiens 1000 watts par mètre carré. Et par contre, là, la puissance surfacique sera plus petite. 1000 que divise 2, 500 watts par mètre carré. Donc voilà, donc la puissance surfacique va nous permettre d'exprimer la puissance que va émettre ou recevoir une surface pour 1 mètre carré de surface. Donc, la relation que l'on peut écrire, c'est la suivante. I égale P sur S. P, c'est la puissance émise ou reçue en watts. S, la surface en mètres carrés. Et donc I, la puissance surfacique, watts par mètre carré. Pourquoi y a-t-il des saisons sur Terre? Nous allons utiliser la grandeur puissance surfacique pour répondre à cette question. Alors tout d'abord, je vous fais apparaître ici la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et on appelle le plan de l'écliptique le plan dans lequel elle va se situer. Lorsque la Terre va se trouver ici, donc là, l'hémisphère nord va se trouver en été, l'hémisphère sud en hiver. Et lorsque sa position est diamétralement opposée par rapport au Soleil, c'est l'inverse. Là, l'hémisphère sud va se retrouver en été et l'hémisphère nord en hiver. On va expliquer pourquoi. Pour ça, imaginons là, je vais zoomer sur la position de la Terre lorsqu'elle est ici et je fais apparaître deux faisceaux lumineux issus du Soleil qui auront les deux la même puissance. Et vous voyez, la Terre, en fait, ne va pas recevoir de la même façon ce rayon lumineux dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Je vais commencer par l'hémisphère sud. Le rayon lumineux va éclairer une petite surface. Donc je reprends l'exemple de la diapo précédente. Donc imaginons que la puissance de ce rayon lumineux soit de 1000 watts et que le rayon éclaire 1 mètre carré. Donc la puissance surfacique sera de 1000 watts par mètre carré. Par contre, dans l'hémisphère nord, la surface étant plus grande, on va avoir une puissance surfacique plus petite, puisque la même puissance va se répartir sur une plus grande surface. Conclusion, dans l'hémisphère sud, il va faire plus chaud, et dans l'hémisphère nord, il va faire moins chaud. Donc en résumé, on peut dire que les faisceaux solaires transportant la même puissance vont se répartir sur des surfaces différentes à la surface de la Terre. La surface dans l'hémisphère sud est plus petite que dans l'hémisphère nord, donc la puissance surfacique sera plus grande. Par conséquent, il y fera plus chaud. Je vous ai fait apparaître ici l'angle que fait l'axe de rotation de la Terre par rapport à la normale au plan de l'écliptique. Et cet angle-là qui fait que les saisons existent. En effet, imaginons que cet angle soit de 0, quelle que soit la position de la Terre, serait toujours éclairé de la même façon. On ne distinguerait pas des saisons, hiver, été, automne, printemps. Comment calcule-t-on la puissance surfacique solaire reçue par la Terre? Là, je vous fais apparaître de nouveau la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Je vous fais apparaître aussi des dimensions dont on va se servir. Tout d'abord, le rayon du Soleil, qui est de 7,010 puissance 6 mètres, et la distance entre le centre du Soleil et la Terre, qui est de 1,5 10 puissance 11 mètres. Tout d'abord, les scientifiques ont estimé la puissance produite par le Soleil à 3,9 10 puissance 26 watts. Ensuite, je vous rappelle ici la formule, la surface d'une sphère de rayon petit r, c'est 4pi fois petit r au carré. Ensuite, maintenant, on va exprimer la puissance surfacique émise par le Soleil au niveau de sa surface externe. Donc, on appellera ça I Soleil. Donc, par définition, c'est la puissance qu'émet le Soleil divisée par la surface du Soleil, la surface externe du Soleil, donc 4pi r carré, avec R, justement, le rayon du Soleil. Et donc, si on fait ce calcul, on va trouver 6,3 10 puissance 6 watts par mètre carré. Donc ça, c'est la puissance surfacique émise. Ensuite, maintenant, je vais appliquer la même formule, mais pour calculer la puissance surfacique reçue par la Terre. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette puissance qui est émise par le Soleil va se répartir dans l'espace, et plus je m'éloigne, plus la surface sur laquelle se répand cette puissance va augmenter. Et cette surface correspond à la surface d'une sphère. Donc, si je me place à la distance de 1,5 10 puissance 11 mètres, c'est-à-dire à l'endroit où va se trouver la Terre, je vais pouvoir calculer la puissance surfacique qui est reçue au niveau de la position de la Terre. Donc il suffit de faire le même calcul qu'au-dessus, sauf qu'on remplace les 7,010 puissance 6 mètres par 1,5 10 puissance 11 mètres. Et on obtient 1340 watts par mètre carré. Comment calcule-t-on la puissance surfacique solaire reçue à la surface du sol de la Terre? Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître le schéma suivant, où l'on voit ici le rayonnement, donc la puissance surfacique reçue au niveau de la Terre, comme on l'a vu juste avant, c'est 1400 watts par mètre carré, et 30% de cette puissance surfacique va être renvoyée dans l'espace.
ou on pourrait dire réfléchi. Donc si on fait le calcul 0,3 fois 1400, on obtient 420 watts par mètre carré. 20% vont être absorbés par l'atmosphère. Donc là, si on fait le calcul, on va trouver 280 watts par mètre carré. Et seulement 50% va arriver au niveau du sol. Donc si je fais 0,5 fois 1400, je trouve 700 watts par mètre carré. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? C'est qu'à cause de l'atmosphère, on considère que seulement 50% du rayonnement solaire arrive au niveau du sol. Et en moyenne, la puissance surfacique solaire reçue au niveau du sol de la Terre est de 740 watts par mètre carré. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: d'où provient l'énergie du Soleil? À présent, nous pouvons y répondre. Et je vous fais apparaître ici un schéma avec ici un axe du temps et vous avez ici une frontière qui est 1920. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est qu'à partir de 1920, les scientifiques ont compris ce qu'étaient les réactions nucléaires et ont pu donc, par extrapolation, expliquer que l'énergie que libérait le Soleil était d'origine nucléaire. Jusqu'avant cette date, on pensait, puisqu'on ne connaissait pas les réactions nucléaires, qu'il y avait une réaction de combustion. Mais pour ça, vous imaginez, il aurait fallu avoir une très très grande quantité de bois ou de charbon pour que le Soleil puisse produire cette puissance-là et depuis aussi longtemps. Donc maintenant, nous savons tous que l'énergie produite par le Soleil est d'origine nucléaire et ce sont des réactions de fusion qui permettent de produire cette énergie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.